Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. Si la Seconde Guerre mondiale et l'occupation marquent durablement la mémoire des Français, cette tragédie sans comparaison dans notre histoire semble aussi une intarissable source d'inspiration pour les romanciers. C'est à cette source historique que Gilbert Borde, écrivain prolixe, figure emblématique de l'école de Brive, mais aussi luthier dans la non moins historique ville d'Étampes en Essonne, puise son inspiration pour son nouveau roman intitulé « Elle voulait voir la mer » et publié aux éditions Ixo. En mai 1944, Jérémie, Rachel et Héloïse, trois jeunes juifs cachés par des paysans du centre de la France, traqués par la milice, sont contraints à la fuite. Le projet d'un embarquement à Saint-Nazaire pour l'Amérique les lance dans un périple épique, tragique et initiatique le long de la Loire, qui ne sera pas pour eux un long fleuve tranquille. Il est maintenant temps pour nous d'aller retrouver notre invité. Gilbert Borde, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Essonne en hauteur. Alors je devrais dire bienvenue chez vous, car c'est une chose très rare dans notre émission. Cette émission, eh bien, elle est tournée chez l'invité, c'est-à-dire chez vous-même. On va expliquer immédiatement pourquoi. Comme vous le savez, au début de nos émissions, on fait toujours réagir l'invité au lieu l'accueillant. Et ici, il y a une raison pour laquelle on a souhaité tourner chez vous. Parce qu'en fait, évidemment, on vous reçoit parce que vous êtes écrivain, mais vous avez une double vocation et votre maison a une double vocation. Quelle est la double vocation de votre maison? Eh bien, tout simplement, je pratique deux métiers. Le matin, j'écris des romans et l'après-midi, je construis des instruments de musique. Je suis luthier. Et donc, cette maison ici, c'est la maison où je vis. Mon bureau se trouve dans cette maison à l'étage. Et dans le jardin, un petit peu plus loin, il y a une deuxième maison qui est l'atelier où je construis mes instruments de musique. Alors vous disiez à l'instant, le matin j'écris et l'après-midi je fais les instruments de musique. Est-ce que c'est réellement tous les jours segmenté aussi rationnellement, ou il arrive que vous puissiez inverser les choses et où vous n'aimez pas inverser les choses? Non, je n'aime pas inverser les choses du tout simplement parce que le matin, mon esprit est tourné vers l'écriture. La nuit, souvent, pendant mes insomnies, je pense beaucoup à mes personnages, je pense aussi à mes violons, mais souvent à mes personnages, et je reviens le matin tout frais pour continuer l'histoire dans laquelle je me suis embarqué. Et puis l'après-midi, c'est plus la détente. Ça ne veut pas dire que c'est un métier facile, la lutherie, mais c'est la musique qui fait partie de ma personne. Et donc l'après-midi, je suis dans l'atelier, je deviens un ouvrier du bois, un ouvrier de la musique, et je fais fonctionner le rabot, la gouge pour construire un instrument qui, j'espère, après, pourra jouer des grands morceaux de musique. Donc c'est un ordre intangible, c'est comme ça? Intangible. Alors, il y a parfois des petites dérogations, mais généralement, c'est comme ça. D'accord. Et alors, depuis combien de temps êtes-vous luthier et depuis combien de temps êtes-vous écrivain? Alors, j'ai dû construire mon premier violon, je devais avoir 12 ans. Violon construit avec du carton et du bois, c'était loin des instruments classiques, bien sûr. Et j'ai dû commencer à écrire mon premier roman, je dois avoir 13 ou 14 ans. Donc ça veut dire que les deux passions, qui sont aussi devenues mes deux métiers, sont à peu près nées en même temps, et peut-être bien que je les ai portés toute ma vie. Et bien ça c'est extraordinaire, parce que ça va me permettre d'enchaîner sur ma question suivante. Quand je vous ai lu, je savais que vous étiez luthier, puisque l'attaché de presse de chez Ixo, que je connais un peu, m'avait bien précisé cette chose-là, et c'est une chose qui m'a aussi séduite. Et je me suis demandé en vous lisant s'il y avait un parallèle entre votre activité d'écrivain et votre activité de luthier. Ce sont deux métiers de création, et est-ce que l'un est un peu comme la mise en abîme de l'autre? Est-ce que ça c'est quelque chose? Je ne pense pas. D'accord. Le métier ces deux métiers me semblent au contraire très complémentaires. Lorsque j'écris, je raconte des histoires, donc des histoires d'hommes, de gestes, de vie. Lorsque je construis un instrument, eh bien, ce sont aussi des gestes qui poussent le rabot, qui mettent en forme la voûte d'un instrument. Et il faut toujours quand même, l'esprit précède la réflexion, la pensée précède le geste.
c'est à peu près la même chose. Lorsque j'écris, j'essaie d'apporter un certain bonheur, un certain plaisir, j'espère, à ceux qui me liront. Et lorsque je construis un instrument, de la même manière, j'essaie de permettre à un musicien de pouvoir s'exprimer par des notes de musique. Bon, donc il y a quand même quelques parallèles symboliques entre les deux activités. Alors pour prolonger mes questions sur le lieu, donc on a précisé que nous étions à Étampes, en Essonne, et je me suis demandé, parce que vous êtes un auteur prolixe, vous vous souvenez combien de romans vous avez écrits? Je ne sais pas, entre 55 et 60. Bon, ce qui n'est pas rien. Dans la cinquantaine, soixantaine d'ouvrages que vous avez écrits, est-ce que vous en avez déjà, est-ce que parmi les actions que vous racontez, parmi les histoires que vous racontez, est-ce que certaines ont pour cadre l'Essonne et Étampes en particulier? Alors, aucun de mes romans ne s'est passé uniquement à Étampes, mais on voit Étampes dans plusieurs de mes romans, notamment dans La Peste Noire, je crois. Il y a aussi un autre dans on passe à Étampes aussi pendant le violon sur la mer, qui est l'histoire des morutiers et même on y revient aussi dans Les Chemins de la Liberté, toujours chez Ixo. Ces trois romans, je me souviens en effet que mes personnages passent à Étampes, séjournent à Étampes. Il y en a peut-être d'autres, mais je ne me souviens pas de tout. Sur le moment, pas. Mais en tous les cas, il y en a quelques-uns qui Absolument. ont un cadre essonnien et plus précisément étampois. Bon, écoutez, on va maintenant rentrer dans le corps de votre dernier roman. Elle voulait voir la mer. Et la première question que je voulais vous poser, c'est que quand j'ai fait des recherches sur vous, j'ai vu que vous apparteniez à une école même qui s'est doublée, qui est maintenant, enfin on parle de la nouvelle école de Brive, mais pour qu'il y ait une nouvelle école de Brive, il faut d'abord qu'il y ait école de Brive. Et j'avoue, je ne connaissais pas cette classification. Est-ce que vous voulez rappeler à nos spectateurs ce qu'est l'école de Brive et en quoi vous vous inscrivez dedans, dans cette esthétique? Alors, il faut rappeler ce qu'elle était, puisque maintenant il y a une nouvelle école de Brive, mais c'est plus tout à fait la même chose. D'accord. L'école de Brive, c'est une réunion d'auteurs qui, à l'origine, étaient tous publiés chez Robert Laffont et qui ont comme point commun de raconter des histoires, d'aimer raconter des histoires humaines, des histoires simples, des histoires qui touchent. Donc c'est ça l'école de Brive. Et c'est en plus, non pas une école, mais plutôt une cour de récréation. Ce sont des auteurs qui aimaient bien se retrouver, bien manger, probablement très souvent à Brive d'ailleurs, bien manger, de temps en temps boire un petit peu et surtout raconter des histoires. Donc il y a une espèce de fond, en fait c'est une école un peu dérivée du réalisme, est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça? Et une école de l'amitié. Nous étions tous de très très bons amis et nous sommes restés de très bons amis. Alors évidemment, nous avons la maison a éclaté, nous ne sommes plus chez Robert Laffont, tout le monde est parti un petit peu dans son chemin, mais il n'empêche qu'on se retrouve toujours avec le même plaisir et pour les mêmes raisons. Alors j'avais lu, quand j'avais fait quelques recherches sur cette école de Brive, qu'elle avait entre autres caractéristiques d'inscrire ses histoires dans des terroirs particuliers. Et quand j'ai lu « Elle voulait voir la mer », j'ai vu que même si les personnages bougent, évoluent, on va expliquer pourquoi dans quelques instants, il restait quand même dans les différentes régions de la Loire, disons ça comme ça, d'Orléans en gros à Saint-Nazaire à peu près. Est-ce que vous êtes sensible à cette question du terroir dans vos romans? Oui et non. Alors le terme terroir, je sais qu'il a très mauvaise presse, surtout dans le monde parisien, on le considère un petit peu comme péjoratif. Or, il est bien difficile de faire passer un roman ailleurs que dans un terroir. Même dans le 6e arrondissement, ça reste un terroir. C'est sûr. Et je pense que tous les auteurs, en partant de Balzac et tous les autres, on peut parler les grands réalistes. Je ne vois que notre président de la République pense qu'il devrait être au Panthéon. Absolument. C'était l'exemple parfait de l'auteur dit de terroir. Je crois qu'on peut difficilement raconter une histoire qui se passerait de nulle part. Donc ce terme terroir, je le revendique et il me convient parfaitement. Alors là, le terroir, donc j'ai dit que c'était un peu les différentes régions de la Loire, le plus grand fleuve français. Est-ce que c'est un choix arbitraire? Est-ce que c'est une région que vous connaissez, la Loire? Pourquoi la Loire, Elle voulait voir Alors la Loire m'a toujours fasciné. Je connais très bien la Loire puisque j'ai une
maison secondaire au bord de la Loire, à l'endroit d'ailleurs où commence ce roman, et qu'avec mon épouse on fait d'immenses, de très longues promenades le long du fleuve, et ce fleuve est magnifique, il est magique, il est extraordinaire et formidable. Alors on va peut-être expliquer pourquoi aussi dans le roman la Loire joue un rôle fondamental. En fait, votre roman, et vous me corrigez si je le résume mal, se déroule à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de mai 1944, donc dans la région de la Loire, et il se trouve que deux jeunes juifs hébergés par des paysans, des fermiers, des agriculteurs, savent, parce qu'il y a des signes qui risquent, d'abord ils ont été détectés, et ils savent, ils pensent qu'ils risquent d'être arrêtés. Parce qu'en plus leur père était un chercheur important. Daniel Monicher, si je ne m'abuse. C'est ça. Un chercheur. Un physicien qui travaillait dans la recherche atomique, et les Allemands souhaitaient avoir à leur service pour fabriquer ces fameuses la bombe atomique et ces fameuses armes nouvelles qui devaient leur donner la victoire. Ben voilà, qui devait avoir qui aurait pu imprimer un changement décisif sur la fin ou la poursuite de la guerre. Et donc ils se mettent en fuite, et leur idée c'est de rejoindre Saint-Nazaire parce qu'ils imaginent embarquer… Que leurs parents s'y trouvent. Voilà, c'est ça. Et embarquer pour l'Amérique. Et en fait, ils ont un principe simple, parce qu'il faut arriver à se guider jusqu'à Saint-Nazaire dans le contexte de la guerre, des adolescents juifs, avec quand même de la police allemande, de la milice, la Gestapo, donc c'est quand même pas facile. Et ils ont un principe très simple, c'est de suivre la Loire, justement, jusqu'à arriver à Saint-Nazaire. Et puis à partir de cette espèce de trois frères et sœurs, la petite Héloïse, Rachel et puis le grand frère Jérémie, vont se greffer deux autres personnages qui ont des raisons de participer à ce périple qui ne sont pas les mêmes, bien sûr. Alors peut-être qu'on peut d'ailleurs tout de suite préciser les raisons. Pourquoi est-ce qu'ils sont rejoints d'abord par Marguerite, et ensuite pourquoi est-ce qu'ils seront aussi rejoints par Paul? Alors Marguerite, la boiteuse, Marguerite… une handicapée, une jeune fille handicapée, oui, qui est très mal dans sa famille, puisque sa mère a épousé un homme qui la déteste, qui la fait travailler, qui la bat, donc elle se sent pas très bien. Et puis elle a un secret au fond d'elle qu'on ne va pas dévoiler, elle a un autre secret qui fait que quand elle voit les trois jeunes juifs décider de partir, elle décide de les suivre. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle pense que sans elle, ils auront beaucoup de mal à réussir. Et c'est peut-être vrai en partie, parce qu'elle, la paysanne, elle, la servante, connaît les gestes simples, les gestes qui permettent la survie, alors que mes petits bourgeois, eux, au contraire… Qui viennent de Meudon à l'origine. Voilà, et puis d'un milieu aisé, où ils n'ont pas appris à survivre. Se débrouiller, absolument. Voilà. L'autre, le Paul. Qui est un petit… un enfant des bois, presque. Un enfant des bois, voilà, qui vient… qui est… oui, l'enfant des bois, chasseur, pêcheur, un peu voleur, un peu… débrouillard. Voilà, le terme est là, débrouillard. Lui, il veut partir parce qu'il a une raison très profonde. Un secret. Un secret lui aussi. Sa maman est morte dans des conditions très particulières. Et il a peut-être quelque chose à régler. Et on peut le dire, sa maman voulait voir la mère. Exactement. Et alors il va aller la voir pour elle. Tout à fait. En les accompagnant à Saint-Nazaire, en fait, il verrait par, comment dirais-je, par procuration. Par procuration. Il verrait la mère pour sa mère. Et il est très utile à ces deux adolescents, parce qu'on ne parle pas d'Héloïse qui est encore un petit enfant, à ces deux adolescents qui ne connaissent rien du monde, rien de la vie, qui ne savent pas survivre. Lui, il sait tout faire. Alors, le résumé du livre que nous venons de faire nous a permis de poser l'ancrage historique. C'est quand même pas un ancrage anodin, je crois que, je vois pas à quel Français l'évocation de la Seconde Guerre mondiale, même pour ceux qui ne l'ont pas connue, tellement c'est un épisode étudié, médiatisé, en débat, enfin toutes ces choses-là, est important. Pourquoi avez-vous choisi, vous, ce contexte de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que c'est une période historique qui vous touche? Quelle est la raison? Non, elle ne touche pas particulièrement cette période, mais c'est une période, c'est une époque extrêmement romanesque, tout simplement parce qu'il y a des antagonismes très forts. Il y a des Allemands, donc des envahisseurs. D'ailleurs, ça pourrait être dans n'importe quel autre pays avec n'importe quel autre envahisseur. Mais il y a des dominants et il y a les autres. Il y a les résistants, il y a ceux qui collaborent. C'est une période très compliquée où les caractères
s'affirme beaucoup plus facilement que dans une période plus lisse, plus tranquille. Alors disons que dans la raison que vous venez de nous fournir, l'historien a pris le pas, le romancier a pris le pas sur l'historien, c'est plutôt les conditions romanesques qu'elle crée et la mise à l'épreuve humaine que la restitution d'un tissu historique. Moi je suis romancier, je n'ai pas de message à faire passer, pas plus sur cette époque que sur une autre. J'écris des histoires avec des personnages que j'essaie de faire le plus juste possible et qui me conduisent, je n'ai qu'à les suivre, qui me conduisent jusqu'à leur but. Et puis c'est tout. Pendant cette période, ça marchait très bien pour mes personnages, ça permet surtout à des adolescents de se trouver confrontés avec de grandes difficultés, et ces adolescents qui sont porteurs de tas de personnalités encore en formation, eh bien ils vont tout doucement trouver leur chemin. Alors, même si vous n'avez pas cherché à faire œuvre d'historien, ce que vous venez d'expliquer, est-ce que vous avez quand même, pour évoquer ce cadre historique, fait des recherches, et est-ce que dans le tissu historique, tout est inventé? Alors, dans le tissu historique, tout est pratiquement inventé, mais il y a certaines choses très justes, très vraies. Par exemple, l'avion qui se casse la figure et qui largue ses bombes sur Orléans alors que personne ne l'attendait. Tout ça, c'est vrai. Cet avion a vraiment existé, il était en perdition et donc le pilote a été contraint de larguer sa cargaison de bombes pour s'alléger et pouvoir aller un petit peu plus loin. Oui, alors donc, on rappelle juste pour vos personnages quelles conséquences ça a. En fait, ils sont sur la Loire, voilà, sur un bateau. Ils traversent Orléans. Ouais, ils traversent Orléans. Pourquoi un bateau? On peut le dire parce que au milieu de la Loire, c'est l'endroit où tous les regards se portent, où on voit tout et donc où on s'échappe beaucoup plus facilement qu'à pied si on se cache. Et le long des chemins. Voilà. Tout à fait. Et donc quand cet avion cet accident, et donc cet accident réel, vous venez de le dire, et bien évidemment, à un moment donné, il pourrait menacer, c'est un épisode là encore qui crée un peu une tension dramatique, qui pourrait menacer les occupants du bateau. Oui, mais ça m'a semblé amusant, j'aurais pu m'en passer, mais quand j'ai lu l'histoire de cet avion, j'ai dit bon, mais ils y sont, il faut que ça coïncide, que mes personnages soient à Orléans à ce moment-là, parce que j'ai trouvé ça très intéressant, parce que c'est un fait divers en quelque sorte, mais quand même. Bien. Alors, c'est pareil, comme il s'agit d'une période extrêmement troublée, moi une chose qui m'a frappé dans votre roman, où il y a quand même de nombreux personnages. Bon, on a cité en gros les 5 personnages principaux, mais en fait, comme ils font une espèce de périple, moi je trouve que c'est quand même le mot, vraiment l'axe dramatique du roman, c'est ce périple. Aboutira-t-il, n'aboutira-t-il pas, comment va-t-il aboutir? Tout ça, ce sont les questions que le lecteur ne cesse de se poser. En même temps que les personnages essayent de progresser vers Saint-Nazaire, ils agglomèrent, volontairement ou pas, un certain nombre d'autres personnages qui interagissent avec leur destin. Et j'ai trouvé que votre roman, il était une sorte un petit peu d'illustration de tous les comportements qu'on a pu trouver dans cette période. On a les salauds qui étaient déjà salauds avant, bon voilà. On a les personnages tout à fait ternes et qui tout d'un coup, par des circonstances, etc. peuvent devenir intéressants. Est-ce que vous avez essayé de faire une sorte de tableau des comportements humains? Non, mais je pense que dans une période aussi troublée, où le danger, où on risque de se faire tuer en sortant de chez soi, favorise l'émergence de ce que des personnalités profondes. Le véritable salaud dans une vie ordinaire ne serait peut-être jamais un véritable salaud, serait simplement un type dont on pourrait dire ouais il n'est pas très sympa ou quelque chose comme ça. Médiocre. Ou médiocre. Là il a l'occasion de s'exprimer, il le fait. Le personnage terne, il serait resté terne dans une vie ordinaire. Sauf que là, eh bien oui, mais au bout d'un moment, il est poussé à son extrémité et il découvre au fond de lui une autre réalité qui est vraiment la sienne. Bien. Alors, tout à l'heure, on disait, surtout en se rapportant à cette école de Brive, que finalement, votre roman, il était une forme de roman réaliste. Mais moi, j'aime bien les classifications génériques, ou du moins, j'aime bien reconnaître dans les œuvres littéraires à quel genre précis elles peuvent se rattacher. Et plus que le réalisme, j'ai rattaché votre roman à la grande tradition de ce qu'on appelle le récit initiatique. C'est tout à fait. Est-ce que vous reconnaissez voilà. Ah oui, absolument. Alors, est-ce que vous voulez dire un petit peu pourquoi? Tout simplement parce que lorsque mes adolescents partent un peu en amont d'Orléans en direction de Saint-Nazaire en suivant le fil de la Loire, ils rencontrent tellement d'événements, il leur arrive tellement de choses qu'ils sont eux-mêmes poussés
dans leurs extrémités et puis qu'ils découvrent leur personnalité profonde qu'ils auraient peut-être mis beaucoup plus de temps à découvrir ou que peut-être ils n'auraient jamais découvert. Alors je ne sais pas si vous allez être choqué par ce que je vais vous dire, mais j'ai fait des rapprochements. Vous savez, quand on est lecteur, il y a des images qui vous apparaissent par rapport au texte. J'ai trouvé que votre roman me faisait penser au Club des 5, un petit peu matiné de Tom Sawyer. Club des 5, ça se justifie parce que d'abord ils sont bien 5. Absolument. Ensuite, ce sont des adolescents, ils connaissent des aventures et ils sont débrouillards. Donc il y a déjà cette chose-là, bon évidemment dans un contexte moins sympathique que le Club des 5 quand même. Et alors, il y a un autre roman comme un chef-d'œuvre de la littérature qui m'est apparu. J'ai trouvé qu'il y avait ça aussi, de Mark Twain, je crois, qui est Tom Sawyer, et qui est le rapport de cet enfant un peu facétieux, aventureux par rapport au fleuve Mississippi. Et comme là, il y a le fleuve Loire, voilà. Est-ce que si je place ça sous le double signe du Club des 5 et de Tom Sawyer, c'est quelque chose que vous récusez, c'est quelque chose que vous acceptez? Comment vous prenez ma remarque? Je pourrais difficilement ne pas l'accepter, d'autant que c'est extrêmement bon pour moi. Mais oui, je pense qu'il se rapproche de ces deux aspects romanesques, tout en étant quand même totalement différents. Il se rapproche bien du Club des 5 parce qu'ils sont 5, mais c'est quand même pas une période gentille, voilà, la guerre, et donc mes personnages risquent leur vie à chaque instant, ce qui n'est pas le cas dans le Club des 5. Dans l'autre sens, oui, on suit un fleuve, c'est vrai, mais la Loire n'est pas un fleuve agressif. Tout peut se passer sur la Loire. On voit tout sur la Loire et rien en même temps. Ça veut dire que avec leurs barques, on peut les repérer de la berge. Des Allemands peuvent les repérer, mais ils arrivent à s'en sortir. On peut aussi ne pas les voir, alors que tout le monde les voit. Et c'est ce qui fait de ce fleuve, j'allais dire, le personnage central du roman. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, j'aime beaucoup la remarque que vous venez de faire. En tous les cas, moi, c'est l'impression de lecteur que j'ai eue. Même si les personnages que vous avez créés sont des personnages forts, même s'ils ont des personnalités extrêmement différentes, on les distingue bien sûr, les uns des autres, des caractères tout à fait différents. Finalement, ce roman, c'est un rapport entre le lecteur et la Loire. Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce fleuve-là en particulier? Parce que je l'aime, parce que c'est un fleuve que je connais bien. Mais vous connaissez ces endroits? Ah oui, très bien. Oui. Le village de Guilly, où commence l'aventure, c'est le village dans lequel se trouve une maison que nous possédons et qui est à 50 mètres du fleuve. Et on se promène, on fait beaucoup de promenades. Et vous savez, vous êtes un familier des lieux. Voir le soleil se lever le matin au mois de mai-juin sur la Loire avec les fumerolles pleines de lumière et les oiseaux par milliers, mais c'est magnifique. C'est un fleuve qui maintenant est protégé puisqu'il fait partie du patrimoine de l'UNESCO et qui est un fleuve totalement sauvage. Vous voyez des castors, vous voyez des tas d'animaux, c'est merveilleux. Oui, donc vous aviez un rapport, oui, pas un fond de décor hasardeux, il y avait une raison intime. Mais je pense aussi que sans la Loire, le roman serait vide. Mes personnages ne pourraient pas être ce qu'ils sont. Très bien. Alors, juste à l'instant, vous parlez justement de la création des personnages et c'est une autre dimension qui est tout à fait intéressante dans votre œuvre. Bon, il y a d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de personnages dans ce roman. J'aurais du mal à dire. Est-ce que vous savez combien il y en a de personnages? Non. Moi, je dirais qu'il y en a bien au moins 20, entre 20 et 30. Au moins entre 20 et 30. Et il y a ces 5, puis peut-être après 7, on pourrait dire, personnages. Oui, on peut en rajouter. Voilà, principaux. Et ce qui m'intéresse maintenant de comprendre, c'est un peu justement la création du personnage par le romancier. Comment créez-vous vos personnages? Première question générale. Ensuite, est-ce que vous avez dissocié dans la création des personnages le travail sur les personnages principaux, parce que vous savez que c'est eux qui vont avoir une importance sur l'œuvre, et un autre travail sur les personnages secondaires? Comment vous vous repérez dans un personnel romanesque à 30 personnages? Alors, il y a deux manières de commencer un roman. On peut commencer un roman en ayant un message à faire passer et donc on va mettre des personnages qui s'adaptent à ce message et on va raconter une histoire pour l'illustrer. D'accord, c'est ça. Il y a la deuxième... Alors ce n'est pas ma méthode. Les personnages sont un peu des jouets en fait. Voilà, mais ce n'est pas du tout ma méthode. Ma méthode c'est le contraire. Moi je n'ai pas de message à faire passer. Je ne suis pas un penseur particulier. Je n'ai rien à dire, sauf que mes personnages, eh bien, ils s'imposent à moi. Quand je commence un roman, il y a mes personnages et les principaux que je suis et qui finalement m'emmènent par la main et les personnages secondaires se greffent
tout seuls. Ils arrivent, comme sur la Loire, vous pouvez voir arriver un morceau de bois, un canard qui dérive ou autre chose. Une chose qui vous surprend. Voilà. Alors je comprends ça, mais moi il y a toujours un écueil auquel je pense quand on crée un roman avec beaucoup de personnages, c'est comment on arrive à ne pas commettre d'impair. Parce que oui, vous savez que Balzac, c'est très lui-même facile. qui a fait 3000, non plus que ça, Oui. 6000 personnages, il a quand même parfois, comme il faisait des fiches, enfin il avait un système normalement très au point, ça ne l'a pas empêché de se tromper un petit peu, de faire revivre des personnages alors qu'ils étaient morts. Comment vous faites pour pas vous tromper? Je ne dis pas que je me suis jamais trompé, c'est probable. Mais en principe, je fais très attention. Et puis le livre, une fois qu'il est terminé, je ne suis pas le seul à le lire. Or, le lecteur, le premier lecteur qui est mon épouse, me fait toujours ce genre de remarques. D'ailleurs, quand elle commence à lire un manuscrit, je m'en vais parce que c'est trop difficile à supporter. Mais ensuite, elle me fait des remarques, je tiens compte de ces remarques. Le livre est donné à l'éditeur, il est lu une fois, deux fois, par 2 ou 3 personnes, et forcément, ces fautes-là, elles ressortent. Alors, il ne faut pas oublier quand même que parfois, certaines peuvent passer. Vous savez comme moi, qu'une faute d'orthographe, par exemple, plus elle est grosse, moins vous la voyez. D'accord. Ça peut arriver aussi. Oui, d'accord. Elle a l'invisibilité de l'évidence. Ah oui, voilà. D'accord. Et alors, votre femme a quelques titres pour pouvoir être votre première lectrice, hormis le fait qu'elle est votre femme, mais je crois qu'elle était de métier… Elle était prof de français. Oui. Prof de français, donc quelqu'un habitué à décortiquer un petit peu les livres. Est-ce que vous visez, avec ce livre, un lectorat particulier? Alors… Je n'ai jamais visé un lectorat particulier quand j'écrivais un livre. Mais mon éditeur, Bernard Fixot, m'a dit, ce livre-là, il intéressera les jeunes et les ados. J'ai pensé tout de suite. Bon, ben, je l'accepte volontiers, bien sûr. Parce que je trouve que, comme on disait qu'il avait une dimension justement initiatique, elle est initiatique aussi pour le lecteur. Voilà. Et je trouve qu'il y a un peu toutes les étapes de la formation d'un adolescent, sa sociabilisation avec les autres. J'ai trouvé aussi que vous mettiez vraiment très bien en rapport, enfin vous étudiez très bien toute la question des préjugés et des différences. J'ai vu cette chose-là. Absolument. Donc on a les préjugés déjà de classe sociale, puisqu'on a d'un côté des personnages qui appartiennent à la terre. En plus, peut-être que c'était des choses encore plus fortes en 1944 que maintenant. Sûrement, oui. Avec des bourgeois. Bien sûr. Il y a aussi les préjugés de religion, puisqu'il y a quand même… il y a des juifs. Et des antisémites, voire des antisémites, entre guillemets, sympathiques, parce qu'il y a des personnages qui vont les côtoyer, puis qui vont réviser leurs préjugés, parce qu'en fait, ils ne les connaissent pas, tout simplement. Il y a des préjugés aussi avec le handicap. Moi, j'ai trouvé ça très bien. La boiteuse, c'est un personnage formidable qui permet de révéler toute son humanité. Est-ce que vous avez voulu étudier cette question-là, des différences, des préjugés? J'ai toujours été j'ai toujours été attiré par les gens handicapés à cause de leur handicap et de la difficulté qu'ils ont à vivre comme tout le monde. J'ai pensé souvent que ces gens-là, pour avoir vu beaucoup d'exemples, s'ils savent surmonter leur handicap, peuvent en faire un avantage et un atout. De notre côté, rien ne me révolte autant que de voir que dans la vie, certaines personnes naissent avec beaucoup de facilité et d'autres avec beaucoup d'handicap, beaucoup de difficultés. Pourquoi les uns sont-ils très beaux et intelligents et les autres moins beaux et moins intelligents? Il y a là des différences à la naissance qui me choquent beaucoup, et c'est pour ça que toujours j'ai envie, et d'ailleurs j'ai souvent écrit des romans avec des handicapés, j'ai eu un aveugle, enfin, cette chose-là me gêne beaucoup et me révolte. Et c'était un sujet du coup que vous aviez presque un besoin d'exprimer dans ce roman, enfin c'est quelque chose… Et dans ce roman, mon handicapé, c'est imposé parce que justement elle a sa place nulle part. C'est ça. Dans un monde aussi difficile, si vous êtes handicapé, je ne vois pas, vous êtes boiteux, vous ne pouvez pas courir. C'est ce qui m'a frappé au début du roman, alors qu'il fuit, quelle idée d'aller s'encombrer. Ils sont en fuite. Voilà, de s'encombrer d'une boiteuse, et finalement elle va être utile plus d'une fois. Extrêmement utile même. Absolument. Écoutez, c'était vraiment un entretien passionnant, Gilbert Borde. Si on veut lire encore un roman qui appartienne à la grande tradition réaliste,
Si on veut vraiment savourer ce qu'est la création d'un personnage qu'on prend au début d'une œuvre, je ne sais pas s'il vous tend un miroir le long d'un chemin, mais qu'on a envie de suivre, surtout qu'on a le choix finalement dans ceux que vous proposez. Elle voulait voir la mer, aux éditions XO, m'apparaît le roman de choix et je le recommande à tout le monde, mais c'est vrai en particulier à des adolescents. Donc je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. De nous avoir accordé cet entretien et puis c'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs en leur donnant rendez-vous au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur.